Bonjour à tous. Petite vidéo là. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'apprécient pas du tout Emmanuel Macron, qui veulent, voire même certains qui voudraient lui nuire ou lui mettre au moins des bâtons dans les roues par tous les moyens possibles et imaginables. Petite réflexion, parce que je trouve que moi je reçois à droite à gauche, je connaissais déjà, mais je reçois dans mon intimité ces histoires de Brigitte Macron serait une femme. Regarde, on voit un testicule entre ses jambes. Les gars et les filles, hein, cette histoire de commencer à reluquer l'entrejambe de Brigitte Macron, je trouve que vous rabaissez vous-même, vous vous humiliez tout seul. Ça ressemble à une technique de judo. Je comprends que vous soyez énervé, mais ces histoires de Brigitte Macron serait un homme, ça ressemble à une technique de judo que des gens utilisent pour prendre votre énervement et en tirer du parti, vous emmener dans la direction où ils veulent. Cette histoire de Brigitte Macron serait un homme aurait testicule, moi j'y crois pas du tout. Hein. Mais surtout, ça ressemble, je trouve, à... Surtout ne regarde pas la forêt, hein, regarde l'arbre, regarde l'arbre. Hein. Pendant ce temps-là, vous regardez pas Dupond-Moretti, le procès de Dupond-Moretti et le gros problème derrière l'acquittement de Dupond-Moretti par la cour bizarre qui devrait pas exister en France. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a récemment été jugé pour prise illégale d'intérêt. Éric Dupond-Moretti est un habitué des cours et tribunaux. Mais cette fois-ci, c'était en tant que prévenu qu'il comparaissait devant la Cour de justice de la République. Mais il a été relaxé. La prise illégale d'intérêt est une infraction prévue par le Code pénal. Mais elle est assez difficile à expliquer. Il s'agit en effet d'une infraction appartenant au droit pénal technique, et contrairement aux infractions appartenant au droit pénal général, les infractions techniques sont souvent complexes. En gros, la prise illégale d'intérêt, c'est le fait, pour une personne dépositaire de l'autorité publique, comme un fonctionnaire, un élu, mais aussi un ministre, d'utiliser son pouvoir dans un but personnel. Par exemple, les époux Balkany, pour parler d'eux, ont été condamnés pour prise illégale d'intérêt parce qu'ils avaient utilisé des employés municipaux comme domestiques à leur domicile. Pour revenir à Dupond-Moretti, les choses sont un peu plus subtiles. Il lui était reproché d'avoir utilisé ses pouvoirs de ministre pour régler ses comptes avec des magistrats. Des magistrats avec qui il avait eu des différends lorsqu'il était avocat. Et c'est pour ça qu'il a été jugé. S'il avait réglé ses comptes en accomplissant un acte ne relevant pas de son activité ministérielle, il n'y aurait pas eu d'affaire Éric Dupond-Moretti, parce qu'il n'y avait pas de prise illégale d'intérêt. Sauf si cet acte avait constitué une infraction naturellement, auquel cas il se serait retrouvé devant une juridiction pénale ordinaire. Seulement Dupond-Moretti a accompli cet acte en tant que ministre, en tant que dépositaire de l'autorité publique. Aujourd'hui, un ministre en exercice qui commet un crime ou un délit dans l'exercice de ses fonctions, eh bien, il n'est pas jugé par un tribunal ordinaire, par exemple le tribunal correctionnel pour ce type de délit. Au contraire, il est jugé par un tribunal d'exception, la Cour de justice de la République. Ce qui fait qu'un ministre ne va pas être jugé par le même tribunal selon qu'il a commis une infraction dans le cadre de ses fonctions ou en dehors de l'exercice de celle-ci. La Cour de justice de la République a été créée en 1993, à la suite de l'affaire dite du sang contaminé. Il s'agissait de juger les responsables politiques de ce scandale sanitaire pendant lequel des milliers de personnes avaient été infectées par diverses maladies à la suite de transfusions sanguines. La Cour de justice de la République est composée de 15 juges. Il s'agit de 3 magistrats professionnels issus de la Cour de cassation et de 12 juges qui sont en fait des parlementaires. 6 sont des sénateurs ou sénatrices qui sont élus par le Sénat et 6 sont des députés élus par l'Assemblée nationale. À la différence des jurés d'assises, qui sont des citoyens tirés au sort, les juges de la Cour de justice de la République sont appelés à juger en droit. En effet, les jurés d'assises ne sont pas appelés à faire du droit. On leur demande simplement si, par exemple, la personne poursuivie pour meurtre a ou pas donné la mort à la victime, si elle l'a fait exprès, si elle a préparé son coup à l'avance, etc., etc. Leurs réponses ont naturellement des conséquences juridiques, mais on ne leur demande pas pour autant de résoudre des problèmes de droit. A l'inverse, les juges de la Cour de justice de la République, eux, sont appelés à juger en droit. Pour revenir à l'affaire Dupond-Moretti, c'est bien là que ça coince. Ça veut dire que même si l'auteur de l'infraction n'a pas d'intention frauduleuse, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'intention de commettre cette infraction, qu'il n'a pas l'intention d'utiliser ses pouvoirs dans un but
personnel, le simple fait qu'il l'a fait suffit pour que l'infraction soit constituée et pour qu'il puisse être déclaré coupable. Mais là où la décision de la Cour de justice de la République pose problème, c'est qu'elle a dit exactement le contraire. Le parquet, qui était représenté par M. Rémiès, qui est procureur général auprès de la Cour de cassation, donc un très haut magistrat, a demandé à la Cour de justice de la République de condamner Dupond-Moretti à 1 an de prison avec sursis. Il considérait, logiquement, que le délit était constitué, comme je viens de vous l'expliquer, mais il n'a pas été suivi par la Cour de justice. Alors pourquoi ça ? Eh bien, dans son arrêt, la Cour de justice de la République a décidé, au contraire, que si Dupond-Moretti avait bien conscience qu'il ordonnait une enquête administrative concernant des magistrats avec qui il avait eu des problèmes quand il était avocat, en revanche, il n'avait pas l'intention d'utiliser ses pouvoirs pour leur nuire. Et ça, eh bien, ça c'est une très belle erreur de droit, enfin, si tant est qu'une erreur soit belle. Dit autrement, un étudiant ou une étudiante me fait ça à l'examen, eh bien ça vaut 0. C'est-à-dire que le fait que l'auteur de l'infraction n'ait pas conscience, ou s'il a conscience, qu'il n'a pas la volonté d'utiliser ses pouvoirs pour son profit personnel, eh bien ça n'a aucune espèce d'importance. Ça ne fait rien à l'affaire. L'infraction est constituée quand même. Il suffit de constater qu'il l'a fait pour que l'infraction existe et que son auteur puisse être condamné. Seulement, la Cour de justice de la République est venue dire exactement le contraire. Alors comment expliquer ça ? Ici comme ailleurs, on ne fait bien que ce que l'on fait souvent. Et les magistrats de la Cour de justice de la République ne sont magistrats, vous voyez j'insiste lourdement sur les guillemets, ils ne sont magistrats que rarement, lorsqu'un procès a lieu contre un ministre. Pour vous donner une idée de leur expérience, ou plutôt de leur manque d'expérience, depuis sa création, en 1993, la Cour de justice ne s'est réunie que 9 fois, dont 2 sans prendre de décision, puisqu'il s'agissait seulement de renvoyer le procès à plus tard. Vous voyez, l'expérience des juges de la Cour de justice de la République, en tant que magistrats, est plus que limitée. Et malgré la présence de 3 magistrats professionnels expérimentés parmi eux, les décisions de la Cour de justice de la République sont souvent critiquées pour leur manque de cohérence juridique. On leur reproche d'être davantage des décisions politiques que des décisions juridiques. Et vu la composition de cette juridiction, ce reproche est hélas parfaitement fondé. Mais au-delà de cette considération purement politique, le simple fait que l'on doive éclater une même affaire entre plusieurs juridictions différentes ne peut qu'empêcher une bonne lisibilité des choses. Lorsqu'un ministre est concerné, souvent il n'est pas le seul à être inculpé. Il y a aussi d'autres personnes qui sont poursuivies en même temps que lui. Et puisque ces personnes ne sont pas ministres, elles ne sont pas jugées devant la Cour de justice de la République, mais par des juridictions ordinaires. C'est-à-dire que dans une même affaire, il va y avoir un volet ministériel jugé par la Cour de justice de la République, et un volet non ministériel qui va être jugé par une juridiction ordinaire. Aujourd'hui, je vais cependant faire une exception, et je vais vous donner mon avis. Je souhaite ardemment la disparition de la Cour de justice de la République. Je vous l'ai expliqué, cette Cour de justice, c'est une juridiction d'exception composée majoritairement de parlementaires qui sont pourtant chargés de dire le droit. Il arrive qu'ils le disent mal, qu'ils rendent des décisions qui sont contraires à la loi, comme aujourd'hui dans l'affaire Dupond-Moretti. Et quand bien même leurs décisions seraient-elles toutes excellentes, le simple fait que les magistrats de la Cour de justice de la République soient majoritairement des parlementaires, eh bien ça ne peut qu'entraîner la suspicion sur l'indépendance de cette juridiction. Je vous le répète, à mon avis, la Cour de justice de la République, c'est une juridiction mal conçue, née dans un contexte précis, à mi-chemin entre le droit et la politique. Bref, la Cour de justice de la République est une monstruosité juridique dont l'existence et les décisions ne peuvent que porter tort à la crédibilité de l'ensemble du système judiciaire. Surtout ne regarde pas la forêt, hein, regarde l'arbre. Hein. Pendant ce temps-là, vous regardez pas Dupond-Moretti, le procès de Dupond-Moretti et le gros problème derrière l'acquittement de Dupond-Moretti par la cour bizarre qui ne devrait pas exister en France. Nous ne nous interrogeons pas, nous n'en discutons pas, nous ne proposons pas de solution, un petit peu comme proposerait Étienne Chouard, hein, d'arrêter de se faire avoir par le bruit ambiant et de dire ce qu'il faudrait faire, de l'écrire. Nous ne regardons pas l'affaire Collère, le bras droit d'Emmanuel Macron,
qui aurait fait des dingueries un petit peu comme l'aurait fait Dussopt. Dussopt, vous savez, c'est le ministre qui nous a joué de la flûte et des mythos les uns derrière les autres pour nous forcer à partir à la retraite des années plus tard. Déjà que c'est beaucoup trop tard, 60 ans, 62 ans, je trouve, hein, c'est vraiment pas souhaitable. Mais Dussopt, il a été condamné d'ailleurs, hein, je crois qu'il a été reconnu coupable, effectivement, d'avoir utilisé son rôle d'élu à ses fins d'enrichissement personnel. Et Alexis Kohler, le bras droit de Macron, le numéro 2 de l'Élysée, eh bien, il aurait fait pareil avec ses potos, les cousins, là, la cousinade de CGA-CGM, le numéro 1 ou numéro 2 du fret maritime. Vous savez, les porte-conteneurs, là, les immenses bateaux là qui accessoirement massacrent les cachalots et s'en rendent même pas compte tellement les paquebots sont gros. Bon, c'est pas les seuls, hein, c'est pas la seule activité maritime qui nuit aux cétacés. Mais voilà, ça ressemble à cette histoire de Brigitte Macron. Encore une fois, aller regarder, passer du temps à essayer d'analyser ce qu'il y a entre les jambes de Brigitte Macron, ça vous fait passer pour des naïfs, hein, parce que vraiment, vous savez, quand on vieillit, physiquement, il y a tout qui part dans toutes les directions. C'est vraiment même pas le niveau zéro là, on est dans le niveau négatif de la critique politique. Ça ressemble à une technique de manipulation que Emmanuel Macron et Brigitte Macron auraient pu eux-mêmes mettre en place ou encourager pour surtout dévier le tir de la critique politique bien réelle. Cette histoire d'aller regarder les photos de l'entrejambe de Brigitte Macron, j'ai l'impression que c'est la version troisième âge de ce qui se passait quand j'étais au collège et qu'il y a des garçons qui couraient derrière les meufs pour leur souvenir la jupe et leur regarder la culotte. J'ai l'impression que c'est strictement la même chose, mais quelques décennies plus tard. Alors, si vous voulez vraiment embêter Macron, lui mettre des bâtons dans les roues, et puis toute sa bande, moi je maintiens que j'ai bien fait de voter au deuxième tour d'élection présidentielle pour Emmanuel Macron. Il y a des gens qui l'expliqueront mieux que moi, mais depuis les propos du parti fasciste, le Rassemblement National, et puis les copains d'Éric Zemmour, je t'en parle même pas, mais ça s'est confirmé. Hein. Quand tu vois que Emmanuel Macron, il a choisi de s'allier avec des gens à sa droite et d'aller taper, de reprendre Darmanin et Retailleau, Manuel Valls, on a quand même des sacrés pédigrés. Je te laisse imaginer Marine Le Pen, qui elle aurait pris, c'est-à-dire encore plus à droite, encore plus débile, mongol, encore plus raciste. Donc oui, je maintiens que moi, au premier tour d'élection présidentielle, j'avais voté Mélenchon. Deuxième tour, il vaut mieux la grippe que le choléra quand même. Emmanuel Macron, même si c'était pas par enchantement, avec enchantement. Et puis s'il y en a qui sont pas contents que j'ai voté Mélenchon, vous aviez qu'à venir au dépouillement des votes, hein, parce que quand il s'agit de faire des leçons sur vous auriez dû voter ceci, cela, il y a du monde. Par contre, pour dépouiller les bulletins de vote de 21h à 22h, non j'exagère, de 19h à 21h, ou de 20h à 21h, il n'y a plus personne, c'est bizarre. Donc moi ce matin, j'ai dépensé 35 €. C'est ce que je voulais vous dire, ce que je voulais vous partager. Si vraiment vous voulez faire suer Emmanuel Macron, j'ai dépensé 35 € dans l'adhésion à une association. Je suppose que c'est une association loi 1901. Vous voyez, c'est pas une entreprise privée, c'est même pas un média, c'est pas une coopérative, c'est une association qui s'appelle Anticor. Ça s'écrit A-N-T-I-C-O-R. Ça s'arrête au R. Et alors pourquoi, quel rapport avec Emmanuel Macron ? Déjà, cette association vous l'expliquera mieux que moi. Je vous mets peut-être encore récemment, ils ont fait un passage chez Radio Nova. Ils ont pu expliquer en quoi ils pourchassaient la corruption des ministres et des présidents de la République, ce genre de profil. D'un point de vue contextuel, si vous voulez, moi, ça fait des années que je suis abonné payant Mediapart. Je rappelle que Mediapart ne touche pas de subventions. Je le rappelle parce que les gens qui pensent que Mediapart touche des subventions, a priori, ce sont les gens les plus victimes de la corruption. Parce que c'est les gens, c'est la team, les républicains, les grands-mères, tout ça. Le principe de Mediapart, c'est d'être payé par directement les citoyens pour justement s'affranchir des leviers du pouvoir politique. Voilà. C'est l'inverse de ce que racontent les fascistes du côté du Rassemblement National ou des copains de Zemmour. Hein. Eux vous racontent que Mediapart, c'est subventionné par les islamo-gauchistes planqués dans les... C'est eux qui vous racontent que Mediapart souffre de biais d'extrême gauche parce qu'ils sont financés de manière occulte par les commissions européennes, par tel milliardaire, etc., etc. Pas du tout.
C'est les gens comme moi qui financent Mediapart. Alors Mediapart, ça a augmenté, je crois que c'était 12 euros, c'est passé à 15 euros ou 10 euros à 13 euros par mois. Depuis quelques mois, je suis aussi passé chez Blast, c'est 5 euros par mois, parce que vraiment je trouve que Mediapart et Blast, par leurs enquêtes, ils dérangent énormément. T'as qu'à voir la liste, l'affaire Benalla, c'est la presse, hein. Je crois que c'était Street Press au début, peut-être, l'affaire Benalla, mais après il y avait Mediapart, l'affaire Sarkozy, enfin les affaires de Sarkozy, les magouilles de Sarkozy, c'est Mediapart. Cahuzac, oh non, j'ai pas de compte à l'étranger, hein, encore moins en Suisse, hein. Voilà, François Bayrou, qui serait apparemment le meilleur ami des pédophiles quand même, hein. Moi, je suis bien content d'être abonné à Mediapart quand je vois Bayrou, comment il se comporte, hein, et quand j'apprends ce qu'il a fait ces 40 dernières années. Et Blas, justement, ces derniers mois, peut-être même Mediapart, ils avaient invité Anticor pour qu'ils parlent de leur projet, de la même manière qu'ils avaient invité Reflet, par exemple. Reflet, c'est une équipe de Linuxiens, pour te la faire simple, hein, qui avait tiré la sonnette d'alarme. Attention, SFR, vous raconterez des conneries, hein, c'est pas ça qui s'est passé. Voilà ce qui se passe sur le Deep Web, le Dark Web. Et voilà, client de SFR, voilà ce qui se serait passé, et voilà ce que vous raconterez SFR. Ils ont une manière de vous le présenter. Et je m'étais dit, Anticor, ça m'a l'air d'être un bon, effectivement, contre-pouvoir à la corruption. Le Anticor, hein, c'est anticorruption. Et alors justement, pourquoi Anticor déjà, je vous parle de 35 euros, avant que j'oublie, je viens de les payer là. C'est 35 euros par an. Et en plus, c'est déductible, comme c'est une association d'intérêt général, tu sais, cette histoire de 66%. Ce qui fait que, bon, alors il faut un peu dépenser du temps et il faut y penser le jour de ta déclaration. Là, je suis en mars 2025, mars, avril, mai, donc dans 2 mois, c'est la déclaration d'impôt. Peut-être que ce sera celle d'après qu'il faudra que je le mette. Et du coup, après réduction d'impôt, 66% moins que tu retranches à 35 euros et que tu divises par 12, puisqu'il y a 12 mois dans l'année, ça fait 1 euro par mois. 1 euro par mois pour pourchasser les ministres corrompus de Macron et Macron lui-même, et Sarkozy lui-même, et rappeler ce qu'ont fait Chirac et les ministres de Chirac, hein, qu'ils ont été condamnés bien avant Sarkozy, hein, pour des atteintes à la probité, c'est-à-dire ce qu'on appelle vulgairement de la corruption. Eh ben 1 euro par mois, ça va. Surtout que je l'ai acheté là 15 euros, 14, 13 euros à Mediapart, plus 5 euros, quasiment 20 euros par mois à Mediapart et à Blast en tant que média de combat, quoi. Investigation, d'enquête, vraiment pour chasser les riches et puissants qui font n'importe quoi avec l'argent public et leur mettre le nez dans le caca. Et puis, tu sais, ils révèlent un truc, ils attendent que le ministre sorte son mensonge, ils révèlent un deuxième truc pour montrer que c'est effectivement bien un mensonge, l'autre ressort un troisième mensonge, hop, on ressort, tiens, non mais ça aussi c'est du mytho, etc., etc., ça c'est bien ça. Et alors pourquoi Anticor, en quoi Anticor c'est une bonne manière de faire suer Macron? Anticor, justement, je te mettrai des émissions où il t'explique clairement, si tu veux en détail, si tu veux prendre une décision réfléchie, bon, en même temps 1 euro par mois, mais bon, c'est quand même une action. Il t'explique, Anticor, que nous avons plein de problèmes en France, mais notamment, nous avons un gros problème en France, c'est que nous, les citoyens, quand nous portons plainte, tu peux aller à la police ou à la gendarmerie, tu peux aussi contacter directement par courrier le procureur de la République locale. Hein, par exemple, moi, j'habite à Montpellier, je peux contacter par courrier, sans aucun intermédiaire, monsieur le procureur ou madame le procureur, mais je crois qu'on dit quand même monsieur le procureur, de la République, de la cour d'assises de Montpellier. Sauf que en France, nous n'avons pas mis encore ça à jour. Les procureurs de la République, le gouvernement, c'est-à-dire le président de la République et ses ministres, ont des leviers sur lui. Et donc, miraculeusement, quand il y a des journalistes ou des policiers ou des gendarmes qui disent il y a quand même cet élément, Monsieur Collère, il aurait dit ça, c'est bizarre parce qu'il a quand même des cousins CMA CGM, et puis bon, c'est bizarre le dossier parce que c'était un dossier qui a été retenu, qui était financièrement pas du tout le plus intéressant pour l'intérêt commun des Français, bizarre. Monsieur Dussopt, en telle année, il a fait ça. Et donc, quand les gendarmes, les policiers, ou par eux-mêmes, hein, dans leurs enquêtes, ou en ayant entendu des dossiers que la presse, comme Mediapart, Blast, Street Press, l'Humanité, a publié, ils peuvent aller voir un procureur pour lui montrer ses documents, et le procureur, sur la base de ces documents, peut dire, ok, on porte plainte, on lance une enquête, lancer une instruction plus poussée, et éventuellement un procès. Mais le problème, c'est que en France, on n'est pas mis à jour notre système politique,
quand la personne qui a fait des dingueries, elle est trop haute placée, elle a des leviers pour imposer, ou pour faire levier sur le procureur de la République pour qu'il classe sans suite les affaires. Voilà. On ne sait pas pourquoi. Tiens, il y a des ministres qui auraient utilisé leur pouvoir de maire pour se faire sucer le sirop d'érable à une personne qui avait besoin d'un logement social, par exemple. Ah, c'est bizarre. Il y a eu classement sans suite par le procureur de la République. Et alors Anticor t'explique qu'il existe des solutions. Bon, déjà, il faudra mettre à jour politiquement, il faut aller voter, hein, faut se sentir concerné, il faut aller... nous, citoyens, il faut qu'on soutienne la mise à jour, les programmes politiques des candidats à l'élection présidentielle ou à l'Assemblée nationale, hein, les députés et les sénateurs qui veulent mettre à jour ce système politique. Mais en plus, il y a un moyen de contourner le problème. Anticor, justement, ça fait partie des 2, je crois, seules associations qui ont la possibilité, quand le procureur de la République a classé sans suite, de contacter un autre procureur, un autre type de procureur, je serais incapable de te dire lequel, mais toujours est-il qu'il est il n'est pas immunisé aux leviers politiques, mais il est beaucoup plus protégé, il est beaucoup moins concerné par les leviers. Et bizarrement, quand ce genre d'associations accréditées, qui ont cette accréditation, prennent le dossier du procureur de la République qu'il a classé sans suite pour le proposer à un procureur qui, lui, est beaucoup plus indépendant du pouvoir du gouvernement, ah ben il n'y a pas de classement sans suite et il y a bien un procès et les ministres et les présidents sont bien emmerdés et sont jugés. Ah tiens alors, tiens. Et il y a d'autres actions que Anticor met en place pour poursuivre et pour que les gens soient jugés, même s'ils sont ministres, même s'ils sont présidents de la République, pour pas qu'en fait on enterre des dossiers. Hein. Est-ce que François Bayrou, c'est pas ce qu'il a fait précisément? Est-ce que François Bayrou n'a pas utilisé sa stature d'homme politique le plus puissant du Béarn pour enterrer tous les dossiers d'actes de pédocriminalité à Bétaram, par exemple? Est-ce que c'est pas ça qu'il aurait fait? Ben, s'il l'aurait fait, il faudrait qu'il soit jugé pour ça. Et il faudrait même que ce soit plus possible qu'un homme politique enterre des actions en justice que les enquêteurs et les procureurs locaux ont débuté. Voilà. Donc si vous voulez embêter Macron, eh ben, il y a toute sa clique de ministres là qui sont tous concernés plus ou moins par des atteintes à la probité. Si vous voulez qu'il soit jugé et que Emmanuel Macron soit jugé, ben, un des leviers les moins chers et les plus sûrs, parce que vérifiables ces dernières années, vous pouvez vérifier qu'est-ce que Anticor a permis de faire condamner comme salopard ces dernières années. Vous pouvez vérifier quel salopard Blast a permis de faire condamner ces dernières années. Si vous aimez pas Bernard-Henri Lévy, je me permets de vous rappeler que Blast, ça a été fondé par Denis Robert. Denis Robert, c'est lui qui a révélé les 2 affaires Clersim, et notamment le rôle de Bernard-Henri Lévy là-dedans. Hein. Et il a été... Denis Robert a été harcelé par Bernard-Henri Lévy, qui est un milliardaire, hein, donc il y a quand même le pot de terre et le pot de fer dans cette histoire. Denis Robert ne s'est pas suicidé, et il a tenu bon, et il a gagné ses procès. Hein. Et je vous renvoie vers le nombre de salopards que Mediapart a permis de détecter et de mettre au grand jour. Donc, si vous avez 35 € sous la main, franchement... Je vous mets le formulaire d'adhésion à Anticor dans la description sous la vidéo, mais je vous invite quand même à aller écouter les émissions qui prennent le temps d'en parler, notamment chez Blast. Ils ont fait des interviews d'Anticor où ils t'expliquent tout bien clairement, toutes les données historiques vérifiables.